Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. On est le 5 août, l'épisode 112 va sortir le 7 août, jeudi matin, comme à l'habitude. Aujourd'hui, ça va se passer en 3 parties. Premièrement, je vais annoncer le gagnant du tirage de cette semaine pour le livre « L'indépendance financière, devenez maître de votre hypothèque ». On va annoncer le gagnant. C'est toujours le temps de participer pour les 4 derniers livres qu'il me reste à faire tirer. Ensuite, partie 2, je vais répondre à 3 questions sur la manœuvre Smith. Des questions que j'ai reçues et la dernière qui m'est venue en tête quand j'ai entendu un podcast cette semaine parler de la manœuvre Smith. Partie 3, on va parler de l'échelle de richesse. C'est un livre de Wealth Ladder de Nick Maggiulli. C'est un ouvrage récent, donc juillet 2025. J'ai écouté ce livre-là dernièrement sur Audible ou en fait sur Spotify, je pense, livre audio, qui propose un cadre original de construction de patrimoine basé sur 6 niveaux de richesse définis par le patrimoine net. Donc, j'ai beaucoup aimé la façon dont cet auteur-là a amené sa façon de voir les finances personnelles basée sur une échelle, basée sur le montant d'argent qu'on a dans notre patrimoine. OK, donc ça va être la partie 3. Alors, commençons. Partie 1, tirage du livre. Donc, le gagnant du livre, roulement de tambour, et Monsieur Ludovic. Ludovic, tu as gagné le livre cette semaine, donc l'indépendance financière, devenez maître de votre hypothèque. Je vais communiquer avec toi prochainement pour te demander ton adresse et t'envoyer le livre par la poste. Donc, je rappelle, il reste 4 copies à faire tirer dans les prochaines semaines, 1 copie par semaine. Pour participer, ce que vous devez faire, vous devez laisser un avis sur une des 4 plateformes suivantes, donc Spotify, Apple Podcast, Google Review ou Facebook Review aussi sur ma page pro. Donc Spotify, Apple Podcast, ça va être sur la page du podcast Indépendance financière et hypothèque, évidemment. Donc, vous me laissez un avis sur une de ces 4 plateformes-là et ensuite, vous n'avez que à m'envoyer un courriel à hypothèque au pluriel à commercial-frédériclacharité.com pour me confirmer que vous voulez participer aux 4 prochains tirages, puis vous allez être sur la liste, vous allez être inscrit pour gagner le livre. Je rappelle, le livre, c'est sur la manœuvre Smith. OK, le titre du livre, c'est l'indépendance financière, devenez maître de votre hypothèque. Ensuite, je vais maintenant répondre à 3 questions sur la manœuvre Smith. Je vous rappelle la manœuvre Smith, ce que c'est pour ceux qui en entendent parler pour la première fois. Ça prend une hypothèque de type réavançable. Idéalement, on va mettre en place cette stratégie-là avec un professionnel accrédité en manœuvre Smith parce qu'il y a plusieurs petits détails qui ne doivent pas nous échapper pour être certain que c'est bien fait. On va profiter justement de l'investissement dans un compte non enregistré. On va avoir un retour d'impôt. On va pouvoir rembourser avec ça notre hypothèque plus rapidement en quelque sorte parce que je vous rappelle, dans le fond, quand on dit qu'on paye moins d'impôts, c'est qu'en réalité, on va reporter l'impôt parce que de l'impôt, il devra en avoir sur nos placements éventuellement. C'est juste qu'on la reporte. Ça nous permet de transformer notre prêt hypothécaire d'un prêt qui est non déductible en prêt où les intérêts sont déductibles d'impôt. Donc, ça, c'était pour le rappel de ce que c'est la manœuvre Smith. Bon, première question, OK? Ça, c'est une auditrice qui m'a envoyé cette question-là. En gros, elle me demandait, oui, mais quand est-ce qu'on rembourse notre marge hypothécaire, notre prêt déductible d'impôt qui sert à investir, à quel moment où est-ce qu'on le rembourse? OK? Puis là, ma réponse à ça, c'est, excellente question. En théorie, notre prêt, notre marge qu'on utilise pour investir, on peut la rembourser à tout moment si on a des fonds. Mais en réalité, en pratique, c'est que nos placements, éventuellement, on va vouloir peut-être les vendre pour rembourser ce prêt-là. Ou pas, ou garder notre prêt pour toujours. OK? C'est une autre possibilité. Moi, évidemment, à un certain point, j'aime ça qu'on rembourse l'hypothèque pour ne plus avoir de dette.
C'est une question de préférence rendue là. Moi, je ne vais jamais vous dire que rembourser au complet votre hypothèque sur votre maison, c'est une mauvaise chose. Je l'encourage. En fait, je l'ai moi-même eu remboursé mon hypothèque à 100% sur ma maison. Ça me donne un sentiment que ma maison est payée. Puis ensuite, si j'ai des opportunités vraiment intéressantes, bien, l'équité est là sur ma maison. Puis c'est à ça que ça va servir. Je vais peut-être l'utiliser, l'équité sur ma maison, pour investir dans des opportunités intéressantes. Donc, mais en gros, manœuvre Smith, OK, quand est-ce qu'on rembourse la marge? Idéalement, on veut s'engager pour minimum 15 ans. T'sais, on ne va pas commencer une manœuvre Smith dans l'optique de peut-être l'arrêter dans 2-3 ans. T'sais, la raison pour ça, c'est qu'on va investir sur les marchés financiers à la bourse. Lorsqu'on investit à la bourse, ça nous prend un horizon d'investissement long terme, minimum 10 ans, idéalement 15 ans. Plus longtemps qu'on est sur le marché, on s'assure que notre rendement va être, si on se fie à les rendements du passé, ça devrait être plus élevé, OK, que l'intérêt sur notre prêt hypothécaire. Ça sera à voir avec notre conseiller en placement, ça sera à voir avec notre planificateur financier, celui où si on est à l'aise, si on est investisseur autonome, bien, ça sera à nous de décider dans quoi qu'on met. Mais idéalement, on va vouloir investir ça sur les marchés financiers boursiers. Donc, il faut que ce soit pour du long terme. Donc, la question, quand est-ce qu'on rembourse la marge? Bien, techniquement, on peut la rembourser n'importe quand. On peut vendre nos placements à tout moment. Là, il faut faire attention. S'il y a eu un gain en capital, vu que c'est dans des placements non enregistrés, ça se peut qu'il y ait de l'impôt à payer. Mais à tout moment, on peut vendre nos placements, rembourser la marge. Ça se peut que nos placements, dépendamment de la fluctuation, si on n'est pas resté longtemps sur le marché, dépendamment du moment qu'on a commencé la manœuvre Smith, ça se peut que nos placements soient plus bas. Puis suite à la vente, après qu'on ait payé l'impôt, c'est possible qu'il n'y en ait pas assez pour rembourser la marge. Mais sur une longue période, c'est pour ça qu'on dit 10-15 ans, normalement, les placements vont avoir grossi pour couvrir la marge. Ça, c'est si on se fie au rendement historique des 40 dernières années. OK? Mais il faut que notre horizon soit 15 ans. Mais ça se peut qu'aussi on le mette en place, puis 3 ans plus tard, il y en ait en masse dans les placements parce qu'on a eu 3 bonnes années sur les marchés, puis qu'on puisse rembourser notre marge à ce moment-là. Donc, il y a cette flexibilité-là aussi avec la manœuvre Smith, mais lorsqu'on va la mettre en place en premier, ça ne sera pas pour du court terme, ça va être pour du long terme. Après ça, on a de la flexibilité s'il arrive quelque chose. On peut la rembourser. Ça se peut qu'on arrive en dessous à ce moment-là, dépendamment de ce que le marché a fait. OK? Donc ça, c'était pour la question numéro 1, quand rembourser la marge hypothécaire par rapport à la manœuvre Smith. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné par un professionnel accrédité. Tous ces petits détails-là, justement, quand rembourser, les impacts fiscaux. Les professionnels accrédités en manœuvre Smith ont accès au réseau de professionnels qui ne font que cette manœuvre-là. Bien, ils ne font pas que ça, mais ils sont spécialisés là-dedans. Donc, toutes les petites questions, on va être capable d'y répondre grâce à son professionnel accrédité parce qu'il y a accès au réseau, parce que toutes ces questions-là ont déjà été répondues dans le passé. OK? Puis on va pouvoir répondre spécifiquement pour votre situation. C'est ça qui est important aussi. Question numéro 2, est-ce que la MAPA, donc c'est la même auditrice dans le fond qui m'a écrit, elle me pose aussi la question, est-ce que la MAPA ou MAPAL, OK, MAPA c'est mise à part de l'argent, MAPAL c'est mise à part de l'argent locatif, nécessite une accréditation supplémentaire. Donc, est-ce qu'on peut faire affaire avec quelqu'un qui est accrédité, professionnel accrédité manœuvre Smith pour faire la MAPA? Donc, MAPA-MAPAL, c'est une stratégie similaire, OK, à la manœuvre Smith. Elle peut se faire avec la manœuvre Smith, mais elle peut se faire sans la manœuvre Smith. Les deux stratégies, on a besoin d'une hypothèque de type réavançable. Dans le cas de la MAPA-MAPAL, ça va être par rapport à si on est travailleur autonome, non incorporé, qu'on a des dépenses d'entreprise au personnel, on va pouvoir faire la MAPA. Puis avec l'argent locatif, si on a un immeuble locatif qu'on détient au personnel, qu'on reçoit donc des revenus locatifs et qu'on a des dépenses aussi pour cet immeuble-là, on peut aussi faire la MAPAL, c'est-à-dire la mise à part de l'argent. Puis on va avoir des avantages fiscaux de procéder de cette façon-là. Ça peut être combiné avec la manœuvre Smith, mais ça peut être fait aussi sans la manœuvre Smith. Et puis, pour répondre à la question, est-ce que ça nécessite une accréditation? La réponse, c'est non. Il n'y a pas d'accréditation autre là, que manœuvre Smith en termes de stratégie hypothécaire comme ça, mais évidemment, dans l'accréditation manœuvre Smith, nous, ça couvre là, MAPA, MAPAL, évidemment, parce que c'est un cas qu'on voit régulièrement
lorsqu'on est professionnel accrédité en manœuvre SMIT. Donc ça, c'est pour répondre à la question, est-ce que MAPA-MAPAL nécessite une accréditation supplémentaire? Est-ce qu'on peut aller voir un professionnel finalement en manœuvre SMIT pour ça? Absolument. La réponse est oui. Ensuite, question numéro 3, dois-je choisir entre manœuvre SMIT ou cotiser à mon CELI REER? Et puis là, la réponse, c'est non. C'est pas une question que j'ai reçue directement. Okay? En passant, c'est un podcast que j'ai écouté où un planificateur parlait puis disait oui, mais il faut faire attention aux manœuvres de SMIT. Parfois, ça peut être plus avantageux si on n'a pas cotisé au max à nos CELI REER de faire une cotisation CELI REER. Puis là, je veux juste apporter une nuance par rapport à ce commentaire-là. On va aller dans le détail. Je vais essayer de faire ça pas trop long, mais je veux quand même apporter un détail. Donc, lorsqu'on va mettre en place la manœuvre SMIT, ça ne sera pas pour remplacer le fait de cotiser à nos REER CELI. La manœuvre SMIT de base, ce n'est que utiliser donc, nos paiements pour réemprunter et investir sur les marchés. Donc, il n'y a pas de nouvel argent. Donc, of course, un planificateur financier qui vous dit oui, mais vous devriez aussi cotiser à votre CELI REER, absolument. Il y a tout à fait raison. OK, la manœuvre SMIT, par contre, n'entre pas en conflit, selon moi. Elle peut entrer en conflit si on décide de prendre de l'argent supplémentaire puis de le faire passer dans notre manœuvre SMIT puis d'aller l'investir sur le non enregistré, dans un compte non enregistré au lieu de le mettre dans le CELI REER. Là, j'avoue que oui, absolument, le planificateur financier que j'ai entendu a raison que peut-être que c'est mieux d'aller mettre dans son CELI REER si on a l'espace de cotisation versus aller mettre l'argent supplémentaire qu'on a dans notre manœuvre SMIT. Mais à la base, c'est pas, ça n'entre pas en conflit. Puis l'autre nuance, c'est que est-ce qu'on pourrait faire une manœuvre SMIT et au lieu d'investir dans non enregistré, investir dans REER? OK? Parce que là, l'idée, c'est que si on investit dans REER, on va aussi avoir un retour d'impôt. Mais là, le problème, c'est que ce qu'on va réinvestir dans notre manœuvre SMIT ne sera pas déductible d'impôt parce que ça ne se qualifie pas. Mais là, l'argument après ça pourrait être, oui, mais vu que j'ai investi de toute façon dans le REER et que c'est à l'abri d'impôt, c'est bien mieux de faire ça. Moi, je ne ferais pas cette passe-là. Je n'irais pas comme rembourser mon hypothèque, réemprunter l'argent pour mettre dans les REER. Parce que là, ça veut dire que notre hypothèque ne va jamais se rembourser et que le jour qu'on veut la rembourser, on ne peut pas sortir des REER facilement parce que là, on va devoir être imposé. Puis on va être imposé beaucoup plus que nos placements non enregistrés qui, eux, normalement, on va avoir juste le gain en capital à payer lorsqu'on va vendre nos placements en non enregistré. Le montant va être beaucoup plus gros là, dans du non enregistré que REER parce que quand on va vouloir sortir un gros montant REER, ça se fait pas. Là. Normalement, REER, c'est pour sortir année après année. Avec notre planificateur financier, on doit planifier là, la sortie des REER parce qu'évidemment, après ça devient du revenu imposable. Tandis que lorsqu'on va vendre nos placements non enregistrés qu'on a utilisés pour la vraie manœuvre SMIT, c'est que là, on va avoir du gain en capital, mais ça va être de l'impôt, de l'argent déjà imposé qui va avoir été utilisé pour mettre dans nos placements. Donc, on va avoir beaucoup moins d'impôts à payer. Bref, je ne ferai pas manœuvre SMIT pour placer dans les REER. OK? C'est pas une bonne idée. Ensuite, est-ce qu'on devrait faire manœuvre SMIT pour investir dans le CELI? Parce que là, l'argument, ça serait, là, dans mon CELI, c'est correct, je peux le retirer à tout moment pour rembourser ma marge. Et puis en plus, ça grossit à l'abri de l'impôt automatiquement, sans avoir besoin de déduire nécessairement des intérêts sur mes impôts personnels, parce qu'effectivement, si on emprunte sur notre hypothèque pour investir dans le CELI, OK, à ce moment-là, l'intérêt n'est pas déductible. Donc, ça reste qu'on ne fait pas vraiment de manœuvre SMIT parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 2 tranches hypothécaires à ce moment-là. Tout l'argent qu'on a sur notre hypothèque, dans le fond, que ce soit en 2 tranches ou en 1 tranche, n'est pas déductible d'impôt parce qu'on le mettrait dans un placement qui serait enregistré. Puis ça ne se qualifie pas donc pour que notre intérêt soit déductible d'impôt. Mais il y a un argument, on pourrait décider d'emprunter pour investir dans le CELI. Puis c'est vrai que là, on n'a pas le désavantage du REER, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à tout moment retirer du CELI pour rembourser notre marge, par exemple, hypothécaire sur laquelle on aurait pris l'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Le CELI, on est limité. On ne peut pas le faire dépasser un certain montant. Puis, tu sais, la manœuvre SMIT, elle a commencé dans les années 80. Le CELI n'existait pas à ce moment-là. Donc, est-ce que le planificateur financier a raison de dire que oui, mais si ton CELI n'est pas maximisé,
Peut-être que tu devrais réemprunter l'argent sur ton hypothèque avec ton hypothèque réavançable puis l'investir dans le CELI. Tu n'auras pas les déductions pour ton intérêt, mais ça va être plus simple peut-être. Tu n'auras pas besoin d'un professionnel accrédité pour tout mettre ça en place puis justement faire en sorte que c'est clean, que ton prêt est déductible d'impôt et tu vas pouvoir juste investir dans le CELI. Bien, ça se défend, mais la manœuvre Smith, bien évidemment, c'est pas ça. Ça, c'est à voir. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aller voir votre planificateur financier. Puis, ben, à ce moment-là, vous allez être limité quand même avec le plafond du CELI. Tandis que l'avantage de faire manœuvre Smith avec un compte non enregistré puis de le faire comme ça, c'est que, premièrement, ça se fait tout seul, sans avoir besoin de nouvel argent. Ça se fait directement avec notre paiement, puis il n'y a pas de plafond là, comme dans un CELI. Donc, la manœuvre Smith, ça ne se fait pas dans CELI REER. Est-ce que vous devriez choisir plutôt de ne pas faire manœuvre Smith puis d'emprunter pour mettre dans le CELI REER? Moi, je ne l'ai pas fait personnellement. Il y a peut-être des planificateurs financiers qui vont vous encourager à faire cela. Est-ce que c'est bon, mauvais? Je pense REER, pas une super bonne idée. CELI, ça se défend un peu plus. Donc, ça, c'est ma réponse nuancée, OK, à cette question-là. Normalement, on n'a pas besoin de choisir là, entre manœuvre Smith ou cotisation CELI REER. Normalement, si on fait manœuvre Smith, on n'a pas besoin de nouvel argent. La nouvelle argent, on peut absolument la mettre dans nos REER CELI à part sans la faire passer dans notre manœuvre Smith. Notre manœuvre Smith de base peut être seulement notre paiement hypothécaire. Puis, on prend le retour d'impôt, on l'applique dans notre manœuvre Smith, puis ça fait en sorte qu'on rembourse un petit peu plus rapidement notre hypothèque, puis qu'on accumule un patrimoine à côté. Puis, on peut utiliser ce montant-là pour rembourser notre hypothèque au complet ou le laisser là sur le long terme. Bref, ça, c'était pour les 3 questions, ma partie 2, les réponses à certaines questions de la manœuvre Smith. Maintenant, résumé du livre The Wealth Ladder. Comme j'ai dit au début de l'épisode, c'est un livre que j'ai écouté. Le livre est sorti en juillet 2025. Ça fait vraiment pas longtemps. Et puis, je vois beaucoup de livres passer sur les finances personnelles. Celui-là, particulièrement, je le trouvais très intéressant parce que la vision de cette personne-là qui a mis en place son framework pour parler des finances personnelles ressemble beaucoup à la mienne. J'ai trouvé que c'était vraiment rafraîchissant de le voir comme ça. Donc, je vous parle de Nick Maggiulli. Lui, pour vous donner un peu de background là, sur ce qu'il a fait, il a travaillé pour une entreprise de wealth management, donc de gestion de patrimoine. Puis c'est un scientifique de données, donc il travaille du côté des données. OK? Puis ensuite, il a créé son propre blog parce qu'il s'intéressait beaucoup aux finances personnelles. Son blog s'appelle Of Dollars and Data. Il a lancé ça en 2017 dans la région de Boston. Il fait maintenant de la consultation en ligne. Donc, grâce à son blog, il a attiré l'attention du secteur. Puis, en avril 2022, il a publié son premier livre qui s'appelle Just Keep Buying. Ne fait que continuer à acheter, que j'ai écouté aussi en 2022 lorsqu'il est sorti. Donc, tu sais, cet auteur-là, c'est ça, sa façon de penser rejoint beaucoup à la mienne. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. C'est vraiment une bonne lecture que je recommande, que ce soit Just Keep Buying ou le livre dont je vous parle en ce moment, qui est en anglais The Wealth Ladder, Proven Strategies for Every Step of Your Financial Life. Okay, en français, on va dire l'échelle de richesse, stratégie éprouvée pour chaque étape de votre vie financière. OK, donc en gros, là, la base de son framework dans son livre, c'est 6 niveaux. 6 niveaux de patrimoine net, de valeur nette. Je vais vous lister les 6 niveaux. Premier niveau, c'est quelqu'un qui a un patrimoine en dessous de 10 000 $. Puis là, évidemment, ici, on est aux États-Unis, c'est des dollars US. Moi, je ne vais pas comme faire la conversion en dollars canadiens, là, donc je vais juste parler en dollars ici absolus parce que c'est des chiffres ronds en plus. Donc, je continue comme ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut utiliser les mêmes paliers en dollars canadiens. C'est juste que nous, il y en a un peu moins en réalité là, qu'aux États-Unis parce que eux, l'argent, bon, c'est ça, vous connaissez, là, c'est 1,4 le dollar canadien versus le dollar américain versus le dollar canadien. OK, donc niveau numéro 1, c'est quelqu'un qui a un patrimoine d'en bas de 10 000 $. Puis je vous rappelle, là, l'idée des 6 niveaux, c'est qu'à chaque niveau, notre stratégie va changer pour nos finances personnelles. Chacun de ces détails-là qu'on va résumer ici dans le livre. Là. Niveau numéro 2, c'est entre 10 000 et 100 000 $. Je vais continuer avec le résumé de chacun. Le niveau 1, OK, en bas de 10 000, on parle de quelqu'un qui vit de paye en paye. Donc, on n'a pas accumulé beaucoup à ce niveau-là. Puis la stratégie qu'on va vouloir adopter, ça va être, il faut regarder
regarder pour un emploi stable, il faut être capable de générer du revenu et on va vouloir éliminer la dette. On va vouloir s'assurer de ne pas payer de l'intérêt. La gestion de la dette va être vraiment importante à ce niveau-là. Moi, j'en parle beaucoup sur mon podcast parce que je veux aider les gens à partir de zéro puis se rendre justement ici, vous allez voir, là, ça va être le niveau 4 dans le fond. Là. Je veux aider les gens de partir du niveau 1 se rendre au niveau 4. OK, puis là, on va parler des niveaux 5 et 6 après. Mais la dette, elle est importante dès le niveau 1. Je dirais que pour moi, ça continue d'être important au niveau 2, 3 et 4, mais c'est vrai qu'après ça, niveau 3, 4, on peut plus utiliser la dette, entre autres, pour investir. Ça, c'est le niveau numéro 1. Donc, ensuite, quelqu'un qui est au niveau numéro 2 va avoir un patrimoine entre 10 000 et 100 000 OK, ici, l'auteur nous dit que c'est la liberté de l'épicerie. Donc, on va acheter sans stress à l'épicerie ce qu'on a besoin lorsqu'on va avoir un patrimoine entre 10 000 et 100 000 OK? On va se concentrer à cette étape-là sur notre épargne puis augmenter nos revenus. Niveau 3, c'est quelqu'un qui va avoir un patrimoine entre 100 000 et 1 million. Ici, l'auteur appelle ça le Restaurant Freedom. Donc, ici, on va pouvoir, au niveau 3, un peu commander ce qu'on veut quand on va au resto. Ça va être beaucoup moins stressant. Au niveau 2 et 1, lorsqu'on va au resto, c'est un petit peu touché. On ne peut pas acheter tout ce qu'on veut parce qu'on ne pourra pas augmenter notre patrimoine si on ne fait pas attention à ces détails-là. Si on est au niveau 1 ou 2, on ne peut pas aller au restaurant comme on veut. On ne peut pas acheter nécessairement ce qu'on veut à l'épicerie. Lorsqu'on est au niveau 1, moins de 10 000 $, il faut faire attention. Tandis que plus qu'on avance, plus que notre patrimoine net augmente, plus qu'on peut dépenser librement. OK? Mais on augmente notre train de vie au fur et à mesure que notre patrimoine augmente. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce que vous voyez pourquoi que j'adore cette échelle-là? C'est exactement ce que je dis souvent sur le podcast, c'est que nos dépenses, notre train de vie, on doit absolument le rendre proportionnel à notre patrimoine et non pas proportionnel à nos revenus. OK? Puis ici, le framework de l'auteur abonde absolument dans ce sens-là, même c'est central dans son framework. OK? Donc, niveau 3, c'est quelqu'un qui a une valeur nette entre 100 000 et 1 million de dollars. La stratégie à ce niveau-là, ça va être beaucoup d'investir dans les FNB et d'instaurer l'effet boule de neige. Là, boule de neige, moi, j'en parle souvent pour rembourser la dette. Là, je pense qu'ici, ça va être l'intérêt composé. On va commencer à faire travailler le rendement composé de nos placements en notre faveur lorsqu'on est au niveau 3, 100 000 à 1 million. Tu sais, à l'étape numéro 2, on n'a pas encore accumulé assez pour dire que vraiment l'intérêt, le rendement de nos placements va avoir un gros impact dans notre vie. Au niveau 2, c'est vraiment augmenter notre revenu de travail. Ça va absolument nous donner de l'oxygène, puis ça va nous permettre d'épargner pour investir. Ça va avoir un gros impact. Puis moins le rendement de nos investissements lorsqu'on est à l'étape numéro 2, lorsqu'on n'a pas encore 100 000 d'accumuler dans notre patrimoine, le rendement de nos placements, c'est pas si... ça fait pas bouger l'aiguille tant que ça. Ça va être vraiment nos revenus qui vont faire bouger l'aiguille. Tandis qu'au niveau 3, là, lorsqu'on a entre 100 000 et 1 million, le rendement de nos placements, ça va être assez intéressant. Puis l'intérêt composé, le rendement composé va nous aider à aller encore plus vite. Niveau numéro 4, on parle d'une valeur nette, un patrimoine net entre 1 million et 10 millions de dollars. OK? Moi, quand je parle sur le podcast, souvent, c'est là où je veux qu'on arrive, entre 1 million et 10 millions. Je suis dans le niveau 4 présentement. Ici, on appelle ça la liberté de voyager. OK? Donc, lorsqu'on va avoir entre 1 et 10 millions, ça va être moins compliqué de prendre des vacances, de décider où est-ce qu'on va. Ici, l'auteur appelle ça la liberté de voyager. On va diversifier dans des revenus passifs. Là, cette étape-là, on va, oui, pas investir dans une seule chose. On va vouloir se diversifier un peu. Peut-être qu'on veut, oui, continuer avec nos FNB indiciels. Peut-être qu'on veut avoir d'autres choses aussi. On va diversifier nos actifs. Entre 1 million et 10 millions, moi, absolument, je regarde mes finances personnelles en termes de diversification. J'ai mes revenus d'entreprise, j'ai mes placements dans mon REER. Je regarde peut-être aussi des prêts privés que j'ai commencé à faire entre 2021 et 2024. Donc, plusieurs sources de revenus. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder. Ça va être les stratégies à adopter lorsqu'on va être au niveau 4. Donc, avoir une valeur nette entre 1 million et 10 millions de dollars.
Ensuite, niveau 5, on est entre 10 millions et 100 millions de dollars. Et le niveau 6, on va être à 100 millions de dollars et plus. Puis là, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ces niveaux-là parce que, je pense que l'idée du podcast, c'est de nous amener au niveau 4. Après ça, tant mieux. Mais là, juste pour en parler, donc de 10 à 100 millions, ici, on dit House Freedom. Donc, à ce moment-là, on peut un petit peu décider choisir où est-ce qu'on veut habiter, construire sa maison de rêve. Ça serait lorsqu'on a atteint 10 millions de dollars en valeur nette. Ici, les stratégies pour justement continuer à progresser sur l'échelle, ça va être de mettre en œuvre des leviers financiers importants, la philanthropie et l'entrepreneuriat, donc avoir son entreprise. Rendu là, ça va être beaucoup développer une entreprise, avoir des leviers de quelque façon, soit avoir des employés ou avoir de l'emprunt important qui travaille pour nous, pour être capable de progresser à ces niveaux-là. Je pense que l'utilisation de la dette de consommation, lorsqu'on est entre 10 et 100 millions de dollars de valeur nette, je pense que là, ça ne change pas grand-chose qu'on loue notre voiture ou qu'on l'achète. C'est pas des gros montants comparés à notre valeur nette. Donc, ici, c'est pour ça qu'on ne parle plus vraiment de dette de consommation lorsqu'on a une valeur nette entre 10 millions et 100 millions de dollars. Ensuite, dernier niveau aussi présenté par l'auteur, c'est lorsqu'on est rendu à 100 millions de dollars et plus. Ici, c'est la richesse utilisée pour influencer et changer le monde. Okay? C'est des projets d'envergure. Donc, on a la liberté d'impact. Si on veut créer un effet durable avec des moyens, si on a une valeur nette de 100 millions et plus, là, on a des moyens considérables pour faire des choses importantes qui peuvent affecter vraiment notre communauté, ou en tout cas, on peut faire des choses assez importantes avec un grand patrimoine comme ça. C'est des stratégies à ce moment-là plus complexes là, de transmission, rôle familial, impact social. On va vouloir protéger aussi rendu là, tu sais, à 10 millions, 100 millions, on va vraiment mettre en place peut-être des stratégies de fiducie familiale, des trucs comme ça, puis on va penser à son héritage, essayer de passer notre patrimoine à nos enfants, ou en tout cas, on va peut-être léguer à des œuvres de charité, etc. Les stratégies qu'on va vouloir mettre en place au niveau 5 et 6, moi, j'en parle pas beaucoup dans le podcast. Et puis, le contenu, on veut passer du niveau 1 au niveau 4. OK, pour avoir son indépendance, pour avoir la paix financière, pour se protéger des injustices, justement, les ultra-riches. Hein? Lorsqu'on arrive à 10 millions, 100 millions, j'espère qu'on fait notre part pour payer notre impôt rendu là. Puis, tu sais, parce que ça devient un petit peu inégal que les gens qui ont un patrimoine de 100 millions payent beaucoup moins proportionnellement à leurs revenus que les gens qui font 100 000 par année de revenus puis qui ont un patrimoine de 100 000 ou 1 million, tu sais. Mais malheureusement, depuis les années 80, la structure fiscale fait en sorte que souvent, proportionnellement, là, plus qu'on a des actifs comme ça, moins qu'on va payer d'impôts par rapport à nos revenus parce qu'on a des échappatoires et des trucs comme ça. Puis ça, c'est pas correct. OK, là, je vous ai listé les 6 niveaux, OK? Puis je vous ai fait un résumé de comment l'auteur voit ça, puis les stratégies qui sont adaptées à chaque niveau. Les principes clés à retenir intéressants dans ce livre-là, le bon outil au bon moment. Ce qui fonctionne en phase 1 n'est pas nécessairement pertinent à l'étape 3 ou 4. Investir, créer plus de sources de revenus. On va se concentrer sur différentes choses. Puis le plan en 5 étapes aussi a un peu cet aspect-là. Hein? C'est pour ça qu'on fait les choses par étapes. Les baby steps de Dave Ramsey, on va dire, regarde à l'étape numéro 1, fais ça. Rembourse tes dettes, tu n'as pas besoin de te concentrer sur l'investissement à ce moment-là. Concentre-toi juste sur rembourser tes dettes et décider de ne plus utiliser l'endettement dans ta vie. Après ça, accumule ton fonds d'urgence. Après ça, commence à investir, rembourse plus rapidement ton hypothèque, investis dans les REE pour les études de tes enfants. Fais les choses dans l'ordre, OK? Puis ça revient un petit peu à ça, ce qu'on dit ici. Ce qui fonctionne en phase 1 n'est peut-être pas pertinent à l'étape 3 ou 4. OK? Il dit d'une façon différente. OK, maintenant, deuxième principe super intéressant qu'il amène ici, c'est la règle des 0,01%. OK? C'est le montant quotidien que votre patrimoine vous permet de dépenser sans culpabilité.
Supposons que votre patrimoine, c'est 100 000 dites-vous qu'avec la règle du 0,01 %, le montant que vous pouvez dépenser par jour sans que cela affecte vraiment votre trajectoire financière, c'est 10 Donc, toute décision qui implique seulement 10 lorsque vous avez 100 000 de patrimoine de valeur nette, ça ne va pas vraiment vous empêcher d'avancer. Mais si vous n'avez que, je ne sais pas moi, un patrimoine de 5 000 un 10 par jour à la longue, ça peut vous ralentir de beaucoup. Ça peut avoir un gros impact pour vous. Donc, l'auteur ici, il veut qu'on regarde justement nos dépenses par rapport à notre valeur nette. Ça revient vraiment à ce point-là crucial. Puis ici, on amène une règle du pouce qui est intéressante, le 0,01 %. Donc, regardez, c'est quoi votre valeur nette en ce moment? Moi, par exemple, 2 millions de dollars. Si je sépare en deux avec ma conjointe, mettons 1 million. 1 million chaque. Donc, pour moi, 1 million, c'est, dans le fond, c'est 100 $. Donc, tu sais, pour moi, un 100 $ par jour, tu sais, moi, ça pourrait se résumer à, OK, supposons qu'on n'a pas fait le souper, on va commander de la bouffe pour tout le monde, ça va coûter 100 $ parce que, bon, Uber Eats, puis DoorDash, tout ça, regarde, ça prend pas de temps que ça coûte 100 $ commander pour 4 personnes. Ben, c'est à peu près 100 $. Puis, j'avoue que je m'arrête pas trop à ça. On va commander, ça va arriver, puis ça va être ça le souper pour aujourd'hui. Puis c'est vrai que ça ne va pas affecter, moi, tant ma trajectoire pour continuer à progresser sur l'échelle de la richesse. Donc, c'est ce que se veut la règle du 0,01 %. C'est quoi le montant que, si tu arrives à une dépense, est-ce qu'il faut vraiment que tu te casses la tête à te dire, OK, je dois pas faire ça, je dois faire ça. Regardez, c'est quoi le montant pour vous, selon votre valeur nette, que vous pouvez dépenser sans trop regarder. OK? Quelqu'un qui a 50 millions de dollars, ben c'est 5 000 $. Tous les jours, s'il y a une dépense de 5 000 $ à faire, ça ne va pas l'affecter tant que ça. Donc, ensuite, troisième aspect intéressant, principe clé à retenir de ce livre-là, c'est la règle du 1 % lorsque vous évaluez une nouvelle opportunité. Demandez-vous si elle peut vous faire gagner au moins 1 % de votre patrimoine actuel. On fait ce qu'on fait, notre routine, tout ça, on a notre travail, on a nos placements. Lorsque vous allez commencer à regarder une nouvelle opportunité, regardez si ça va vous rapporter au moins 1 % de votre patrimoine. Encore là, moi, je fais le calcul. Supposons que ma valeur nette, c'est 1 million de dollars, puis que je fais la règle du 1 %. C'est pour moi 10 000 $. Donc, moi, quand je regarde une opportunité, est-ce que je devrais vraiment m'intéresser à aller chercher un 500 $? Pas nécessairement. Moi, il faudrait que les opportunités auxquelles je m'intéresse, j'ai au moins 10 000 $ qui vont arriver en revenus pour que ça vaille la peine que je mette mon temps sur cette opportunité-là. Donc, vous, dans votre vie, vous pouvez regarder aussi ce que vous faites pour savoir si on devrait vraiment, si ça vaut la peine de mettre du temps sur une nouvelle opportunité de travail, projet ou d'investissement. Okay? Demandez-vous si elle peut vous faire gagner au moins 1 % de votre patrimoine actuel. Sinon, peut-être qu'on devrait regarder une autre opportunité, travail, projet, investissement plus rentable. Ensuite, quatrième et dernier point clé à retenir du livre, c'est plus que des chiffres. Okay? L'auteur aborde des enjeux psychologiques, attachement à la richesse, ego et relationnel, famille, confiance, surtout au niveau 4 à 6, soulignant que la richesse est autant un défi humain que financier. Évidemment, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un outil pour justement travailler sur nos aspects de bonheur. Ce qui va nous apporter du bonheur, ce n'est pas l'argent directement, mais évidemment que ça peut faciliter à atteindre nos objectifs de bonheur. Donc, je pense que c'est tout. Là. Je vais arrêter là pour le résumé du livre. Vous voyez le parallèle vraiment avec le plan en 5 étapes qui est d'éliminer les dettes, accumuler sa mise de fonds, son fonds d'urgence, acheter sa maison, investir pour l'indépendance financière, puis rembourser son hypothèque. Normalement, ça devrait nous amener ça au niveau 3-4. Okay? Au niveau 4, idéalement, avec une valeur nette de 1 million, 2, 3. Je vous recommande chaudement le livre L'échelle de la richesse, stratégie éprouvée pour chaque étape de votre vie financière. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Là. Moi, je l'ai écouté en anglais, qui est lu par l'auteur en passant. C'est tout pour cette semaine. Podcast numéro 112 qui va paraître le 7 août 2025. Je vous rappelle le tirage. Vous pouvez toujours participer, me laisser un avis, m'écrire un courriel pour me dire que vous voulez participer au tirage pour les 4 prochains livres. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci.
Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.